que les recherches que vous allez découvrir à l'instant font partie d'un plus vaste projet qui va donc consister à psychanalyser le monde entier. Au travers d'un plan quinquennal qui devrait voir son aboutissement le 24 décembre 2013, c'est un mardi, je crois, à New York, à 23 h, devant le siège de l'ONU. Venez nombreux, puisqu'un vin chaud vous sera proposé lors de la proclamation des résultats. Donc, avant de vous proposer les travaux que nous avons donc menés sur le quartier Port-Marianne, enquête que nous avons baptisée le port de l'angoisse, en référence au climat d'angoisse qui règne actuellement sur le quartier et cette fameuse rumeur de monstres, infondée ou pas, mais qui pour nous est le signe d'une manifestation inconsciente d'une névrose beaucoup plus profonde que nous sommes efforcés de détecter. Donc avant de vous présenter ces travaux, nous tenons à remercier tous les partners, les partenaires de l'opération, à commencer par le festival ZAT pour zone d'agglomération territoriale. Merci également à tous les services de la mairie qui nous ont prêté leur soutien, à commencer bien sûr par le service moins connu. Ah merci, cela étant au service de la décoration, qui a voulu rendre hommage ce soir à un groupe un peu méconnu dans l'histoire de la musique, qui s'appelle Bonnie M. Les ressources où nous avons puisé l'essentiel de nos informations. Et merci bien sûr à tous les bénévoles de mieux cerner la personnalité du quartier au travers de la parole de ses habitants. Habitants à qui l'on proposait de répondre à un questionnaire chinois où on leur demandait par exemple de comparer le quartier Port-Marianne à un fruit ou à un légume. Alors c'est souvent l'ananas et la noix de coco qui sont arrivés, qui ont été mentionnés de par la présence de nombreux palmiers dans le quartier. Mais le quartier Port-Marianne a souvent été comparé à un poireau parce qu'il est vert et blanc en même temps. Ensuite, on demandait aux personnes interrogées de comparer Port-Marianne à un animal. Là, c'est la pieuvre et l'éléphant qui sont revenus, de par sans doute le côté un peu tentaculaire du quartier et de Montpellier en général. Mais la réponse la plus intéressante est venue de quelqu'un qui a comparé Port-Marianne à un crabe et qui essayait de rejoindre la mer en marchant un peu dans tous les sens. Ensuite, on demandait de comparer le quartier à une personne et nous donner son âge. Alors, on a souvent dit que Port-Marianne était une trentenaire dans la force de l'âge, mais on l'a aussi comparé à un jeune enfant de 1, 3, voire 5 ans, ce qui nous a paru assez cohérent, puisque dans l'enquête, on a plus eu tendance à aller vers de la pédopsychanalyse que vers de la psychanalyse urbaine proprement dite. Et on s'est plus intéressé vraiment par de Port-Marianne qu'à Port-Marianne, Californie. Et une chanson que je ne connaissais pas personnellement qui s'appelle Ou Lagadou, Lagadou. Ensuite, on demandait aux personnes de comparer Port-Marianne à un film, un titre de film. Alors là, Sur les quais, sur Reveni, Prends l'oseille et tire-toi. Et aussi, Il était une fois dans l'Est, mais dans l'Est de Montpellier. Et puis pour terminer, on demandait aux personnes quel pourrait bien être le couple mythologique à l'origine de la naissance de Port-Marianne. Alors des gens nous ont dit que le quartier serait né du mariage entre le Lez et la mer, d'autres du mariage entre une Porsche et une Jaguar, et du mariage entre Georges Frêche et Hélène Mondron. Donc merci à toutes ces personnes de nous avoir permis de nous aider à mettre en évidence ce qui pourrait être la spécificité, la singularité névrotique du quartier. Singularité, spécificité névrotique que je vous invite à découvrir en commençant par mettre en perspective l'arbre généalogique
de la ville de Montpellier, même si vous allez le voir, il s'agit plutôt d'un arbre mytho-généalogique, puisque la plupart des ancêtres détectés s'avèrent être des ancêtres mythologiques. A commencer, mot qu'on peut donc considérer comme le père géologique, le père biologique de la ville, mot dont l'étymologie exacte suscite encore de vives polémiques dans la région. Certaines personnes nous ont dit que Montpellier voulait dire le mont Pastel, d'autres le mont des épices. La piste la plus connue, c'est le mont Pelé. Mais on nous a évoqué aussi la possibilité que Montpellier voulait dire le mot des jeunes filles, ce qui correspond à la sociologie urbaine de la ville, avec effectivement énormément de jeunes filles qui nous ont qui ont un peu retardé l'enquête et qui nécessiterait une étude plus approfondie. Cela étant, la piste qui nous a le plus interpellé, lacaniquement parlant, c'est la piste de Montpellier qui voudrait dire le mont Démon. Le mont Démon. Ce qui, lacaniquement parlant, nous mettrait sur la dimension sulfureuse de la question des origines qui a vraiment obsédé la ville dès sa naissance et jusqu'à aujourd'hui. Surtout quand on sait que Montpellier naît dans une région qui s'appelle la Septimania, avec aux alentours des villes comme Béziers, Nîmes, Narbonne, Orange, Marseille, Arles, qui ont pour le coup un long passé grec et romain derrière elles. Ce qui nous fait dire d'ailleurs que dans cet arbre mytho-généalogique, on peut les assimiler à des sortes de vieilles tantes romaines, voire des vieilles tantes grecques. Les tantes grecques vis-à-vis desquelles Montpellier va vite souffrir d'un véritable complexe d'infériorité. Un peu la mère spirituelle de la ville, qui se marie, on le voit ici, là, avec le roi d'Aragon, comte de Barcelone. Le roi d'Aragon, comte de Barcelone. Ce qui fait que durant 150 ans, Montpellier va se retrouver avec un père adoptif qui va être le royaume d'Espagne et qu'elle va bénéficier d'une marge de liberté assez conséquente. Ce qui fait que les médecins juifs, arabes et catholiques vont pouvoir travailler ensemble et contribuer au premier essor démographique de la ville. Une ville qui va atteindre la population de 80 000 habitants, ce qui en faisait une des plus grandes villes d'Europe vers 1350. Sauf que patatras, bigre je veux dire, en 1350, le roi d'Aragon, comte d'Espagne, va décider de vendre la ville de Montpellier au royaume de France pour une bouchée de pain, tout ça pour financer une expédition militaire, tenez-vous bien, aux Baléares. Ça va être ressenti par Montpellier comme une terrible blessure narcissique, d'autant qu'à l'époque débute la guerre de 100 ans et la peste de 1349. Tout le monde s'en souvient. Ce qui fait que Montpellier sombre dans une longue dépression, surtout que les rapports entre Montpellier et son nouveau père adoptif, le royaume de France, ne vont pas très bien se passer, au point qu'on le voit ici. Louis XIII va encercler la ville, l'assiéger, massacrer une bonne partie de ses habitants et faire construire ici une forteresse qu'il va baptiser, tenez-vous bien, le Polygone, au sommet duquel il va mettre des canons qui seront pointés vers Montpellier. Qui montre l'ambiance entre Montpellier et son nouveau père adoptif, le royaume de France, ne vont pas très bien se passer, au point qu'on le voit ici. Louis XIII va encercler la ville, l'assiéger, massacrer une bonne partie de ses habitants et faire construire ici une forteresse qu'il va baptiser, tenez-vous bien, le Polygone, au sommet duquel il va mettre des canons qui seront pointés vers Montpellier. Qui montre l'ambiance qui régnait à l'époque entre Montpellier et son père adoptif. Ça ne va pas s'arranger par la suite, puisque peu après, à une époque où un peu partout en France on construisait des places Louis XIV, Montpellier va être
Montpellier va aller jusqu'à essayer de se tracer un axe historique, un axe majeur, un axe haussmannien sur la rue Foch, qui n'est même pas une avenue. Et le pire, c'est qu'on le sait, cet axe majeur se termine en nœud de poisson, en eau de boudin, en queue de poisson de boudin. Un peu partout en France, on construisait des places Louis XIV. Montpellier va être la seule ville de France où la place Louis XIV va être construite à l'extérieur de la ville, au Pérou. Au Père, où est le Père? Ce qui montre que l'académiquement parlant, déjà la question des origines commence à travailler Montpellier. Alors, vous le savez, pour se forger une identité, Montpellier va essayer d'imiter son père adoptif comme elle le peut, avec cet arc de triomphe qui est quand même réussi, mais qui n'a pas la splendeur, en eau de boudin, en queue de poisson de boudin, avec qui c'est un notable qui va s'opposer au passage des bulldozers. Donc Montpellier, durant des siècles, vivote, elle va sombrer encore plus dans la dépression à la fin du 19e siècle, avec l'attaque, l'épidémie du phylloxéra, qui ravage les vignes, qui était à l'époque la seule force économique de la ville, puisqu'elle était complètement passée à côté de la révolution industrielle. Ce qui fait qu'elle va de plus en plus sombrer dans une dépression, un marasme économique à tendance schizoïde, jusqu'à ce que n'apparaisse dans cet arbre mythogénéalogique une sorte de grand-mère en la personne de François Delmas. Puisqu'il a été maire durant plusieurs mandats, donc notion de grand-mère. C'est un concept de psychanalyse urbaine. Grand-mère, puisqu'il va contribuer au début de l'essor démographique de la ville en accueillant la communauté pied-noir, en accueillant les entreprises IBM qui avaient été refoulées à Béziers, qui était à l'époque une ville rouge, une ville communiste, qui devait lutter contre l'impérialisme américain. Et c'est lui qui va faire construire le polygone en plein cœur de la ville, alors qu'on était à une époque où on les construisait à l'extérieur des villes. Va lui succéder une deuxième sorte de grand-mère, en la personne de Georges Frêche, qui va lui se lancer dans un vaste programme d'expansion urbaine, dont la première pierre va donc être Antigone. Antigone avec aux commandes une sorte de comte de Barcelone, le fameux architecte Ricardo Bofill, qui venait de Barcelone, ce qui était une manière sans doute inconsciente de renouer avec l'âge d'or de Montpellier vu au Moyen-Âge. Ce qui est intéressant en psychanalyse urbaine, c'est que les premières esquisses de Ricardo Bofill vont résolument prendre la forme de flèches, des flèches qui, bien sûr, lacaniquement parlant, nous ramènent à fraîche, flèche, fraîche. Il n'y a guère que le L et le R qui changent, comme si Antigone voulait prendre l'air avec des ailes en forme de fraîche, en forme de flèche. On remarque très vite que de toute évidence, les flèches indiquent la direction de l'Est, comme si la ville partait à la conquête de l'Est, mais aussi parce que la ville essayait de se tourner résolument vers une sorte de mer mythologique qui serait donc la Grèce. Autre découverte, cette fois-ci morphopho-cartographique qu'on a faite sur le projet final d'Antigone, qui ne ressemble plus trop à une flèche, c'est une clé. Une clé comme si, là, c'était une volonté plus affirmée que, via Antigone, Montpellier voulait ouvrir une clé d'une porte qui donnerait là sur la mer. La mer Méditerranée. À l'époque, on s'était également aperçu que Ricardo Bofill, dans ses notes, avait toujours revendiqué qu'Antigone traçait un axe vers l'est, un axe censé prolonger l'axe historique vu précédemment, celui qui on s'en... Ce qui nous avait donc mis sur la piste d'un, ce qu'on appelle en psychanalyse urbaine un PNSU, point névro-stratégique urbain, qu'on s'était empressé de traiter avec un traitement radical urbain, sous la forme d'un canyon, une
nous était apparu évident de creuser à l'intérieur même du polygone pour faire apparaître la fameuse ZOB du polygone. ZOB pour zone d'occupation bucolique, concept inventé en psychanalyse urbaine pour refertiliser les villes avec du lien social. En l'occurrence ici, une vigne, clin d'œil au passé viticole de la région, en vis-à-vis d'un cimetière festif en hommage à Antigone, le personnage de la tragédie qui, vous le savez, passe toute la pièce de Sophocle et de Gérard Anouilh à chercher un cimetière pour y déposer les restes de son frère, qui on le sait, mais aussi son oncle et son gendre. Voilà en gros pour bien mettre en évidence le contexte familial assez lourd où va naître Port-Marianne. Port-Marianne dont l'étymologie est là beaucoup plus évidente, puisque dans Port, P-O-R-T, on a l'envie affirmée de Montpellier d'aller vers la mer, alors que dans Marianne, là on a la volonté, là consciente sans doute aussi, de vouloir se réconcilier avec le père adoptif longtemps uni, le Royaume de France, devenu plus tard la République française. Et c'est là, psychanalytiquement, c'est assez incroyable, assez passionnant, c'est que on s'est aperçu que le personnage de Marianne, que vous connaissez bien avec son bonnet phrygien et son bustier, ses formes, je veux dire son buste, eh bien, né en 1792, juste après la proclamation de la République, dans un petit village du Tarn, où un cordonnier invente une chanson, qu'il baptise d'ailleurs La guérison de Marianne, où il invente ce personnage de Marianne qui personnifie la République française. Et tenez-vous bien, le petit village du Tarn où est inventée la chanson n'est autre que puis Lawrence, le lieu de naissance de Georges Frêche, et là où il est aujourd'hui enterré. Ce qui montre l'empreinte qu'a laissé Georges Frêche dans la ville. Tout ça pour dire que dans cette famille, on a souvent, dès le début, pensé que Port-Marianne était un peu le petit frère d'Antigone. C'est ce qui laisse supposer le fait que Ricardo Bofill a été sollicité au départ à la création du quartier pour faire une sorte d'Antigone 2, Antigone bis, voire Antigonette. Là, on voit sur une des premières esquisses que résolument, on voit ici le Lez, Ricardo Bofill avait encore une fois pointé un axe majeur, un axe pointant l'est, mais il se trouve que les premières esquisses aussi de l'architecte barcelonais, plus d'inspiration romaine que grecque, n'ont pas suscité l'enthousiasme de l'équipe municipale de l'époque, et que donc plutôt que de se tourner vers un projet monoparental avec un seul architecte aux commandes, on s'est tourné vers un projet plus polyparental avec plusieurs architectes, ce qui favorise encore aujourd'hui une forme assez intéressante de biodiversité architecturale avec une richesse de formes, de couleurs, de styles, de characters, qui donne à la ville un côté assez confus, assez protéiforme. Subsiste quand même entre Antigone et son demi-frère Port-Marianne des points communs, comme la présence de statues, des statues qui, on le sait, forgent l'identité du quartier Antigone, surtout celle de Zeus, qui semble lancer un javelot dans les yeux de Lafayette, de Polygone, pour bien montrer que Antigone, idée de Georges Frêche, est née pour riposter au Polygone, idée de François Delmas. Alors, pour l'instant, à Port-Marianne, au niveau des statues, c'est encore un peu timide. On n'en a guère retrouvé qu'à l'Odysséum. Elles sont intéressantes, c'est vrai, elles sont réussies. Et l'intérêt qu'on y a trouvé, c'est qu'elles semblent plus s'inscrire dans la modernité, dans la contemporanéité,
et que quelque part elles sont en train de faire le deuil de prétendues origines grecques, pour se tourner vers l'avenir, la Russie ou la Chine. On voit donc que Port-Marianne a, semble-t-il, tiré les leçons du passé. C'est le cas aussi avec ce phénomène d'asphyxie urbaine vu entre l'Écusson et Antigone. Là, ce qu'on a appris, c'est que les architectes avaient résolument symbolisé l'Écusson avec le bassin Jacques-Cœur pour en faire un lieu beaucoup plus aéré, beaucoup plus ouvert, puisqu'on y croise donc des canards, des hérons, voire des grues en liberté. Et dernier point commun, je dirais, entre Antigone et son demi-frère Port-Marianne, c'est le rapport au lèse. Le rapport au lèse avec le lèse qui est un peu comme ça, Antigone qui est comme ceci, l'hôtel de région qui est là, et la mairie ici, et Port-Marianne par là. Donc vraiment, le lèse sert de point d'ancrage, avec un effet miroir inversé entre le frère et sa demi-sœur. Suivez. Mais il y a une envie inconsciente dans les deux quartiers de faire du lèse une sorte de colonne vertébrale géante qui servirait de colonne vertébrale pour un futur développement de Montpellier, une sorte de mégapole, voire de mégalopole. Sauf que le Lèze, vous le savez, c'est un fleuve, c'est vrai parce qu'il se jette dans la mer, mais c'est un fleuve qui fait que 25 km de long, c'est pas beaucoup. C'est aussi un fleuve qui, par le passé, était volage, il changeait de lit sans arrêt. Il était souvent victime de débordements, des inondations. Et en plus, il ressemblait pas mal à un égout géant, qu'il a fallu récemment raccorder discrètement au Rhône pour envoyer de temps en temps un jet d'eau qui envoyait l'égout à Palavas-les-Flots. Ce qui n'a pas amélioré les rapports entre Montpellier et Palavas-les-Flots. Ce qui fait aujourd'hui que si vous regardez les cartes de Montpellier, Palavas-les-Flots a complètement disparu. On ne le voit pas, même ici. Et même le Lèze, vous voyez, qui est censé être l'axe directeur de la ville, dans un futur proche, a disparu aussi. Ce qui prouve que, même si j'ai de la sympathie pour les rivières, on peut avouer que le Lèze n'a pas le charisme, par exemple, de la Seine à Paris, de la Loire à Nantes ou du Danube à Dublin. Ou à Berlin, bien sûr. Bon, alors, cela étant, vous savez comme moi que dans Port-Marianne, il y a port, il y a vraiment une envie d'aller vers la mer. On l'a vu morphocartographiquement se dessiner ici, sur le cœur de Port-Marianne, où on a clairement détecté la forme, on voit, d'un bateau. Il y a aussi, vous le savez, cette idée de port, de plaisance, qui est dans les tiroirs, dans les clous même. Après enquête, on s'est aperçu que la construction de ce port demanderait des sommes considérables, puisqu'il faudrait vraiment rendre navigable le Lèze. Ça demanderait des travaux aussi considérables que le creusement du canal de Panama. Des gens en aparté, nous ont dit que les investissements nécessaires ne seraient remboursés que si les places de parking fluvial étaient occupées un minimum de 8500 voire 8600 ans. Tout ça pour un port de plaisance. Et quand vous voulez vous rendre compte de l'ambiance en plus qui règne dans les ports de plaisance, il n'y a qu'à aller à 5-10 km de là pour se retrouver là. Port-Ariane. Port-Ariane qui a été inventé pour contrer Port-Marianne. Il y a une sorte de logique de règlement de compte urbain à base de jeux de mots ici, qui est assez spectaculaire. Et donc voilà ce qui vous attend. Un décor en carton-pâte, une sorte de parc d'attractions sans manège, sans enfants, avec que des vieillards, à moitié morts, d'ennui. C'est peut-être ça, le monstre du Loch Ness. Et ça fait pas un vrai projet de société. C'est pour cela qu'à la NPU, on a décidé de vous proposer une alternative en
en incitant Montpellier à faire preuve d'initiative, faire preuve de courage, de pertinence, et en ayant le courage de se lancer dans une vraie politique de développement du transport fluvial avec le projet du canal Septimania. Ce qui aurait l'avantage de développer économiquement non seulement Montpellier, mais l'ensemble de la région, puisqu'on le voit, le canal irait d'Alès et Cévennes jusqu'à la mer, en passant par Montpellier et Nîmes. Ça permettrait à Port-Marianne d'être un port digne de ce nom, avec ici un volet, un bassin réservé au trafic des passagers et de l'autre côté un bassin réservé au trafic des marchandises, avec de la bauxite, du manganèse, du pétrole, de l'amiante liquide, des dockers, des lieux de plaisir. Ça mettrait de l'ambiance. Et ça aurait l'avantage de résoudre le problème de scoliose urbaine vu précédemment en traçant résolument un axe vers l'est, vers le sud-est, je veux dire, une sorte de colonne vertébrale avec toutes sortes de vertèbres qui seraient des ramifications pour aller vers les villes avoisinantes. Je crois que c'est important d'avoir ce projet pour avoir une colonne vertébrale digne de ce nom, parce que actuellement on est, vous le savez, face à une ville de Montpellier qui ne cesse d'enfler. Actuellement, sa colonne vertébrale ici, enfin pas comme ça, elle est un peu comme ça. Elle a le cœur là. Et actuellement, avec son expansion, elle est en train de vouloir mettre sa colonne vertébrale ici et le cœur là. Avec une colonne vertébrale qui est censée être le lèse. Ce qui risque de se passer, c'est ça. Bon. Une ville qui va être complètement déséquilibrée et qui va rester coincée, démembrée comme ça, et avec sans doute le risque de chute d'organes. Chute d'organes urbains, avec des quartiers, on voit ici, comme la Paillade ou la Mosson, qui vont faire sécession. Qui vont peut-être vouloir faire une fusion avec Latte, ou pire encore, pas la Vasse-les-Flots. Bon, méfiez-vous. Faites attention d'avoir une colonne vertébrale vraiment solide, et aussi un cœur de ville, qui soit assez solide pour être non seulement un lieu de pèlerinage administratif, mais il faut que ça soit aussi une mairie qui soit un cœur de ville, donc un cœur capable d'aimer et d'être aimé. Et pour ce faire, il n'y a pas 36 solutions pour que cette mairie soit vraiment une cathédrale des temps modernes. Il faut qu'elle soit une cathédrale républicaine, donc il faut y insuffler une forme de spiritualité. Spiritualité, une sacralité républicaine. Donc, pour ce faire, on a eu l'idée à la NPU d'investir ce bâtiment, qui s'appelle aujourd'hui le pavillon Jean Nouvel, qui depuis sa construction abrite la maquette du quartier. Et on propose donc de le transformer en une sorte de mausolée républicain, à la mémoire de Georges Frêche. Concept étant d'y abriter ici un tombeau en mémoire de Georges Frêche, où on pourrait y abriter ses cendres, le faire transférer lors d'une cérémonie où Frédéric Mitterrand pourrait être invité, il dit « Retracez Georges Frêche ». Et pour densifier républicainement parlant ce mausolée, on a eu l'idée aussi de l'auréoler de bustes géants à l'effigie de Catherine Deneuve, Laetitia Casta, Brigitte Bardot et surtout Mireille Mathieu. Et pour donner vraiment cette dimension de cathédrale, lui donner une dimension mythologique, on a aussi envie de proposer de décorer, d'investir la façade de l'hôtel de ville, qui est un peu austère pour l'instant, avec des fresques en l'honneur de Georges Frêche. On a organisé il y a 2 jours à l'Indian Café un atelier d'urbanisme amusant. On a baptisé Peinture fraîche pour chercher des idées de fresques. Donc la première idée qui nous est venue, c'est ça. En plus ici, c'est une fresque qui, en hommage à la prise de la mairie en 1977,
Là, c'est Georges Frêche fendant les eaux du Lez. Ici, c'est Georges Frêche brisant les tables de la loi, mais la loi socialiste. Là, c'est le sacre de l'empereur de Septimania. Et ici, c'est le fameux banquet des post-it. Où il était de tradition, lors des réunions un peu tendues, eh bien, de faire avaler des post-it aux collaborateurs, tellement les décisions étaient parfois dures à avaler. Et ici, c'est après moi, qui montre les difficultés de la succession. Et la dernière proposition, c'était... Là, c'est les 101 Dalmatiens. La prise du pouvoir en 1977. Et vous voyez, tout ça, ça donnerait vraiment un port marian digne de ce nom. Avec une allée républicaine, un phare républicain et des fresques. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ? Alors, ce que je vous propose, c'est en quittant la salle, c'est de pousser des hurlements de joie, des grognements de plaisir, ainsi que des vagissements de satisfaction, afin d'attirer l'attention de l'équipe municipale qui doute encore aujourd'hui du sérieux et de la qualité des travaux ici proposés. Merci de votre aide.